What's up, guys? J'espère que vous allez bien. Nouveau studio. Honnêtement, je capote, je suis fébrile. Aujourd'hui, je reçois dans le nouveau studio Safe Space un gros shout-out à mon chum Matt. Pour vrai, c'est vraiment un beau studio. C'est pas la même chose qu'à la maison, donc on reçoit aujourd'hui le recruteur des Cataractes de Shawinigan, Félix Riopel. Bienvenue mon chum. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Sébastien de m'avoir invité. Yes, bien apprécié pour vrai. Puis j'ai fait aussi une nouveauté par rapport au podcast préenregistré. J'adore inclure dans le fond les followers de la page qui sont intéressés à poser des questions. J'en ai reçu, comme je sais pas si c'est à le voir, mais j'en ai reçu des très bonnes. On va faire le tour un peu de ça aujourd'hui, mais on va faire un mix de tout. On va faire ça bien relax, gang. Fait que on peut partir dans plein de directions. Félix peut me poser des questions aussi, fait que ça va être bien relax. Je fais tout le temps une introduction avec mes invités. Comment est-ce que le hockey a débuté dans ta vie d'une façon... comment tu t'es rendu où ce que tu es en ce moment? Puis c'est quoi les chemins que tu as eu à passer à travers, dans le fond? Ben, tout d'abord, je suis un grand passionné de hockey à la base. Première fois que j'ai écouté le hockey, c'est en finale de conférence, je me rappelle, là, les Sénateurs contre les Devils. Martin Brodeur, dans ce temps-là, goalait contre Patrick Lalime. On avait eu le droit à un bon spectacle, puis depuis ce temps-là, mémoire est restée. Je te dirais que mon niveau de recrutement a débuté il y a environ 9 ans. C'est ma 9e saison dans le recrutement à l'heure actuelle. Ma 6e avec les Cataractes de Shawinigan dans la Ligue de hockey junior Québec-Maritime-Québec. Okay. Lorsque j'ai commencé, tout semblait être un peu irréaliste. Je me disais, mon Dieu, pour naviguer dans le monde du hockey, il faut que tu aies un certain background, il faut que tu aies coaché, il faut que tu aies joué. Mais non, une porte s'est ouverte avec l'équipe de hockey masculine de l'Université d'Ottawa, les GGs. Auparavant, le programme avait fermé dû à un scandale, puis a réouvert avec l'entremise de Patrick Grandmaître, qui est en charge actuellement aussi du programme. Écoute, c'était quelqu'un que je connaissais bien. Il avait été à la fois mon prof d'éducation physique à Nouvelle-Frontière au collège privé. OK. Et puis, par contact, là, j'ai commencé dans le recrutement avec lui. Fait que dans le fond, je m'occupais de la Ligue de hockey junior majeur du Québec dans ce temps-là. Je faisais de la OHL puis de la WHL. Tu as commencé quand même assez big en partant. J'ai tombé un peu comme dans la fosse au lion. Je savais pas vraiment où je m'en allais. Je débutais. Mais à la base, t'es-tu un joueur de hockey? Quand tu étais jeune, est-ce que tu été dans un haut niveau de hockey ou tu n'as vraiment pas joué? Je vais te répondre la question plate. J'ai jamais joué au hockey. OK. Mais non, j'aime ça. Ouais. Parce que c'est pas le premier. Parce que c'est ça que c'est le Powerplay Podcast. T'as pas nécessairement besoin d'avoir joué au hockey, mais un background ou une histoire à raconter qui est incroyable. Puis c'est ça que j'aime. Tu sais, t'as pas joué au hockey, mais t'es recruteur pour les Cataractes de Shawinigan. Fait que ça veut dire que ton hockey IQ, il est là, tu sais. Tu sais reconnaître des bons traits, des mauvais traits d'un joueur de hockey. Là, exactement, oui. Faut que tu aies l'œil, puis l'œil, elle se développe à chaque match, à chaque discussion. Faut que tu aies une espèce d'ouverture d'esprit à écouter ce que les autres ont à dire, ce que toi tu vois, puis tu essaies d'un peu de faire ta propre opinion avec ça. Puis ça, c'était naturel en toi en partant. Là. Non, c'était pas assuré. Non, OK, non. Parfait. Quand tu commences un peu dans un milieu dans lequel tu n'as pas baigné, t'as des choses à apprendre à comment ça se déroule, le côté politique, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire, avec qui tu parles, les contacts et tout ça. C'était important pour moi à la base, étant quelqu'un qui n'avait pas navigué là-dedans, de côtoyer des gens qui, eux étaient là-dedans. Donc, de bien t'entourer. Là. C'est exactement. On va se le dire, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'en parle souvent. C'est souvent une question de contact, puis de tout le temps bien t'entourer dans ça, dans le fond, là, pour pouvoir soit monter ou, c'est ça, graver le bon chemin vers le haut. Là, fait que... Exactement. Puis, tu sais, on parle de contact, mais je revenais où j'étais. Quand j'ai commencé,
je devais un peu me faire des contacts, créer un réseau de contacts. Donc, moi, ici, j'habite à Gatineau, donc j'allais aux Games des Olympiques c'était à Hall au Robert Guertin dans ce temps-là. Moi, aussitôt que je voyais un dépisteur de la Ligue nationale, j'allais le voir, j'allais poser des questions, j'allais avoir des discussions avec lui ou avec elle aujourd'hui. C'est des dépisteurs qui sont des femmes aujourd'hui. Donc, de me renseigner avec ces gens-là, ils naviguent dans la sphère, ils ont des conseils à fournir, ils ont des avertissements à donner, faire attention à ça, ils regardent ça, puis chacun a leur façon de travailler. Donc, avec année après année, j'ai fait 3 ans comme dépisteur avec les GGs. Puis, tu sais, je veux dire, un peu quand tu navigues là-dedans, ton but, c'est d'atteindre la Ligue nationale. Tu travailles fort pour ça. C'est un rêve, c'est une passion. Fait que j'ai tenté de me diriger vers la LHJMQ, tenté de faire mon chemin là-dedans. Je te dirais que c'est pas évident parce que ça reste une clique, c'est un petit monde. Fait que, tu sais, qui tu connais, faut que tu t'embarques là-dedans. Fait que au début, c'est difficile. Je me suis fait dire non à quelques reprises. On n'a pas de place. C'est totalement normal. On comprend ça. Fait que j'ai décidé d'aller vers un autre chemin. J'ai décidé d'aller proposer mon nom au Junior 3A à Gatineau pour les Flames. Les Flames, oui, j'ai vu. Donc, j'ai commencé là avec rien, dans le sens au niveau du recrutement. J'ai commencé de même. J'ai formé mon équipe de recrutement. On était 5. Non, pas 5. Au début, on était 3. Parce que c'est pas nécessairement un monde en lequel tu peux rémunérer les gens. Non, c'est ça. Tu peux pas vivre de ça. Là. C'est ça. Fait qu'on a commencé comme ça. J'ai fait 2 années dépisteur en chef. Puis par la suite, force est d'admettre que tu connais les gens, tu te renseignes, tu parles, tu crées des liens. Puis un jour, mon tour est venu avec les cataractes. Puis Smooth and Pot, en ce moment, tu as travaillé pour les Flames de Gatineau. Ouais. As-tu eu un appel des Olympiques de Gatineau? C'est-tu un petit but pour toi de travailler pour les Olympiques ou peu importe en ce moment, tu te dis j'ai la chance de travailler pour une équipe dans la LHJMQ. Peu importe c'est où, j'ai accepté. Mais toi, étant un petit gars de Gatineau, je me dis, peut-être les Olympiques, ça lui aurait tenté, mais d'une façon, tu prends ton expérience, peu importe quelle équipe avec qui tu es. Exact. Moi, je me suis dit, c'est déjà un immense privilège. C'est ça. C'est quelque chose qui est pas... c'est pas tout le monde qui a accès. Fait que je me dis, oui, on est originaire de Gatineau, c'est le fun de notre équipe locale. Mais je m'arrête pas à ça. Je me dis, si j'ai une chance dans mon cas, c'était avec Shawinigan, je vais embarquer à fond. Puis je vais voir comment je peux évoluer là-dedans. Là. Non, c'est ça. Ça, je me suis dit, peu importe la manière dont tu rentres dans cette organisation-là, tu vas le faire. Là, t'sais. Puis là, ça fait combien de temps que tu es avec l'organisation? C'est ma 6e. Je commence ma 6e saison. Là. OK, 6e, t'es encore là. Fait que l'expérience commence à rentrer. Là. Ça va très vite. Puis dans ces 6 ans-là, y a-tu des... il y a dû avoir des hauts et des bas, on s'entend. Y a-tu là-dedans des histoires que tu pourrais dire ou que tu pourrais nous raconter qui t'ont mis un peu à terre par rapport à la LHJMQ? Comment est-ce que ça avançait dans le fond, dans la bonne direction? Non, j'ai jamais vraiment été, je te dirais pas émise à l'épreuve, mais j'ai toujours savouré chaque jour comme étant un défi, une opportunité. Encore aujourd'hui, je te dirais que j'apprends constamment. Écoute, on est entouré d'une très bonne équipe de dépisteurs. Puis avec le succès qu'on a eu dans les dernières années, on a une bonne gestion qui se fait en haut avec le directeur gérant, les directeurs des opérations, les conseillers, tout ça. Fait que pour moi, j'ai décidé de faire l'éponge, puis d'absorber tout ce qu'on pouvait me donner, puis de naviguer là-dedans. Un bon mindset, ça. Ouais, c'est ça. Très bon mindset. Je me disais pas, ça c'est difficile, ça c'est dur. Je me disais, t'as à l'apprendre, apprends-le, puis tu développeras à travers tout ça. J'ai jamais vu ça comme un défi difficile ou une pente qui me mettait un peu les bâtons dans les roues. Là. Et y a-t-il un joueur qui a passé par les cataractes qui t'a vraiment marqué
par son cheminement, du début jusqu'à la fin, ou qui a passé puis qui est rendu dans la NHL en ce moment? Ben, moi, je suis arrivé l'année après que les Cataractes aient drafté Olivier Nadeau. OK. Donc, l'année d'avant, il avait drafté, repêché là, Maverick Bourque, Gary Bourgault, Antoine Coulombe, William Veillette, Charles Baudouin. OK. Fait que dans le fond, le noyau avait été bâti à cette année-là en 2019, je ne veux pas me tromper. Là. Fait que moi, je suis arrivé l'année d'après, suite au repêchage d'Olivier Nadeau. Fait que le noyau était déjà construit. Mais on est fait juste une petite parenthèse, on était en tournoi là, l'année passée. Puis il y a une statistique qui est sortie, puis c'était très intéressant. Dans l'organisation des Cataractes de Shawinigan, il y a 9 joueurs actuels qui jouent dans la Ligue nationale, qui ont joué au moins un match cette année. Wow, OK. Fait que il n'y a pas un joueur particulier, mais la filière est très bonne. Oui, exact. Puis les joueurs ont fait leur place, les joueurs se sont développés. Je pense qu'on a un bon système à l'interne de recrutement, de développement. Puis on est, avec les années, on a quand même fait nos preuves là, avec le championnat de la Coupe Memorial en 2012, finaliste en 2016. Ça, tu peux s'en parler? Ben, comme tu n'étais pas dans l'organisation, mais tu l'as vu, puis j'imagine qu'un jour, tu t'es dit, tu veux vivre ça? Ben, c'est certain que le but ultime, c'est à la base de gagner la Coupe du Président aujourd'hui, la Coupe Gilles Courteau. Puis une fois que c'est fait, ben, tu veux gagner le championnat de la Ligue canadienne, la Coupe Memorial. Je l'avais pas vécu en 2012, mais j'avais quand même regardé ça avec attention. C'est ça, exact. Au moment même que lorsque je regardais ça, je me suis pas dit un jour je vais faire. Non, c'est sûr que t'étais pas, mettons, proche de ce but-là, mais t'avais comme mindset un jour, peut-être. Un jour, je me disais, un rêve du petit gars, ça va devenir peut-être réalité. Puis on l'a vécu en 2022, là, en étant champion. Très beau parcours, là, dans les 5 dernières années qui ont amené à ça. Les hauts et des bas, au niveau du coaching staff, les joueurs, c'est pas toujours facile. Ils ont des hauts et des bas, ils doivent apprendre dans l'adversité. Mais nous, à la base, notre rôle, c'est de recruter les joueurs pour les amener là. Puis, mettons, tu me dirais, comment, il faut que je pose la question, j'ai pas le choix, on va y aller tout de suite. Parce qu'il y a tellement eu de discussions par rapport à ça, puis j'en ai eu beaucoup avec mes collègues qui sont pas là d'ailleurs aujourd'hui, mais on a toute une vie, fait que on va refaire ça les trois ensemble, mais des fois ça arrive. Mais la LHJMQ, j'aimerais avoir ton avis. Est-ce qu'elle est en santé? Est-ce que la Ligue, tu considères qu'il y a des choses à améliorer? Penses-tu que... Parce que justement, j'en parlais avec Alexandre Dubois, mon co-animateur, puis lui, il avait comme avis qu'il y a des mauvaises années de draft dans la LHJMQ, puis il y en a des bonnes, ça y va en dents de scie. Il y a des gens qui disent aussi que c'est vraiment juste par rapport à le coach, ben pas le coaching staff, mais toute l'organisation de tout ça, le big. Là. Donc, je sais pas, j'aimerais avoir ton avis par rapport à ça. C'est certain que d'année en année, le nombre de joueurs repêchés varie toujours. Que ce soit dans la Ligue d'Ontario, que ce soit aux États-Unis, dans la WHL, en Suède, ça varie d'année en année. Au Québec, au Canada, il y a toujours des choses, des scandales qui disent « Ah, bon, il n'y a pas eu de Québécois qui a été repêché, la Ligue n'est pas en santé. » Pourtant, si on regarde les derniers champions de la Coupe Memorial, le ratio est en faveur du Québec. Si on regarde les équipes midget de 3A qui évoluent actuellement, on est 2 ans en ligne champion. Pour moi, je pense pas que le hockey québécois est en mauvaise santé dû au championnat qu'on a. C'est certain qu'à l'interne, il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées. Que ce soit au niveau du coaching staff, au niveau des décisions qui sont prises par les états-majors, mais c'est facile par la suite de dire une fois que c'est terminé, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça. Donc je pense que dans le moment présent, on prend des décisions, on croit que c'est les meilleures pour la suite. Mais en bout de ligne, lorsqu'on regarde dans la globalité, les équipes du Québec, on est champion à plusieurs reprises dans les dernières années. Donc pour moi, ça fait preuve de bons succès montrés avec les années.
Moi, mettons, j'ai un jeune qui veut évoluer d'une façon exponentielle, qui veut vraiment aller dans un jour... step by step, on veut tous que nos enfants aient fait la Ligue nationale. C'est pas évident, on le sait. Il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de hockey. Puis, vient avec ça, la question du budget. Ça coûte cher, jouer au hockey, ça coûte cher. Les entraînements, ça coûte cher. Les écoles de hockey. Mais il y a beaucoup de parents qui voient ça aussi, mais il y en a qui envoient leurs enfants aux États-Unis, qui ont des écoles de hockey, qui savent qu'ils sont meilleurs ou ils ont la chance de prendre plus d'expérience et évoluer plus vite. Es-tu d'accord avec ce point-là? Là, tu me fais référence au chemin États-Unis versus les Canadiens. Exact. C'est drôle parce que ce débat-là revient souvent. Ouais. Il va continuer de revenir tant aussi longtemps que les joueurs du Québec, les joueurs de l'Ontario, les joueurs de l'Ouest vont décider d'aller aux États-Unis. Ça appartient à eux, c'est leur choix. Par contre, comme je vous dis encore, au midget 3, on a gagné par le passé. Dans la Ligue canadienne, on a gagné par le passé. Je pense que la Ligue canadienne est la meilleure ligue au monde. La Ligue d'hockey junior du Québec a fait ses preuves. La Ligue midget 3, à mon opinion, est la meilleure ligue dans laquelle les jeunes peuvent évoluer aujourd'hui pour se développer vers la Ligue nationale. C'est une opinion personnelle. Là, c'est ça, mais c'est ça que je veux. C'est parfait. C'est humble de ce côté-là. Ouais. Mais lorsque tu regardes le chemin que les gens doivent parcourir pour se rendre à la Ligue nationale, la Ligue canadienne est la ligue la plus rapide pour que tu puisses atteindre la Ligue nationale. OK. Lorsque tu décides d'entreprendre le chemin des États-Unis, vient avec ça l'incertitude. Bon, je m'explique. Les jeunes vont signer dans les prep schools, vont aller signer dans les ligues comme le Junior A en BCHL ou en AJHL pour avoir des opportunités de pouvoir avoir un commitment, un scholarship, excuse-moi l'expression, aux États-Unis. Puis souvent, les équipes qui offrent ces commitments-là, c'est pas un commitment qui t'offre à 17 ans, ils vont te l'offrir à 19-20. Mais toi, comme joueur, faut que tu te prépares année en année d'aller dans ces parcours-là. Là. Fait que tu peux changer d'école à chaque année, tu peux changer de ligue à chaque année pour atteindre ton parcours. Puis à ce moment-là, il y a même des joueurs rendus à l'année qui doivent rentrer. Ben, les écoles font comme tu peux pas rentrer tout de suite. Fait que l'année prochaine. Fait que, tu sais jamais vraiment quand est-ce que tu peux rentrer, sauf si tu es un kingpin, un top player que les écoles courent après et sont prêtes à devancer ton scholarship. Mais à mon humble opinion, la Ligue de hockey junior du Québec, la Ligue canadienne, c'est le chemin le plus rapide pour te rendre à la Ligue nationale. OK, parfait, ça. Tu m'as dit un mot qui m'amène à une autre question. Tu es assis dans les gradins pour faire ta job de recruteur. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez un joueur? Ben toi, dans le fond, tu scoutes tous les gardiens. Puis, je vais commencer par la question de l'attaquant au défenseur. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez un joueur, dans le fond? Okay. La façon qu'il se comporte, sur la glace, son talent, tout ça. En tout cas, je pense que tu comprends la question. Oui, très bien. Yes. Mais si on commence par l'attaquant ou le défenseur, à la base, la première chose qu'on regarde, c'est le hockey sense. C'est de la façon qu'il voit la glace, comment il va anticiper les jeux. C'est la base au moins de l'intelligence, le IQ. Je tiens à distinguer que l'IQ et le hockey sense, c'est deux choses différentes. Oui, il développe là-dessus. Il y a du monde qui peut-être qui pense ça. Le hockey IQ, c'est que tu peux voir, mais le hockey sense, c'est la décision que tu vas faire avec la rondelle. OK, parfait. C'est la façon que tu vas gérer ta rondelle, la façon que le choix de jeu que tu vas faire, la façon que tu vas passer la rondelle, que tu vas décider de tirer ou que tu vas décider de revenir sur ton arrière pour relancer un autre jeu. Deuxièmement, le coup de patin. Mais le coup de patin, c'est inévitable. Oui, puis surtout avec le jeu en ce moment dans NHL, on le voit, là, c'est rapide. Les joueurs qui sont pas vite sur patin là, sont très durs à rentrer. Là. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est devenu une qualité qui est normale aujourd'hui d'avoir un excellent coup de patin. C'est plus rendu un atout, c'est rendu une qualité minimale. C'est le minimum. Puis tu vois, les joueurs qui sont un petit peu moins rapides sont
très intelligents. Fait qu'ils sont en mesure de se placer. Ils sont capables d'aller... C'est ça, de couper leur glace, de placer leur rondelle différemment. Donc, le patin vient que c'est important. Par la suite, chaque dépisteur a ses façons d'évaluer, mais moi, pour ma part, c'est le niveau de combativité. OK. Donc, tu sais, comment tu vas vivre l'adversité? Est-ce que tu es prêt à la guerre? Est-ce que tu es prêt à aller chercher la rondelle dans le coin? Es-tu prêt à bloquer le shot? S'il faut que tu le bloques. Fait que c'est tous des petits détails qui font en sorte que tu es prêt à montrer à nous, les recruteurs, à tes coachs, que tu es prêt à apprendre, à te développer, puis tu es capable de recevoir les conseils pour les mettre en application. C'est aussi important. Parce que je peux avoir tout le talent du monde, si j'écoute pas, les risques que je m'améliore sont très faibles. Merci de dire ce point-là, parce que... Donc, du fait même, les joueurs qui ont peut-être un petit peu moins de talent que d'autres vont percer avant parce qu'ils travaillent, ils appliquent, ils mettent en conseil ce qu'on leur dit, les entraîneurs en particulier. Merci de dire ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont, on va se le dire, coquilles avec leur talent, mais qui ont un gros caractère, où ils font leur tête, mais ils sont capables de faire 3-4 buts par game. Game changer, t'appelles, mais ils n'écoutent pas les consignes, puis ils font en leur tête. Fait que, tant qu'à moi, un joueur de même, tu compares ça avec un joueur qui a moins de talent, mais le gars, il veut aller à la guerre, comme tu as dit, il a la compétitivité, puis il veut vraiment être inclus dans la game, là, tu sais, là. Fait que moi, j'irais vers le joueur qui a plus de grind, là, si on appelle, là. C'est des termes en anglais, mais c'est le hockey, fait que il y a beaucoup de termes en anglais. Exactement. Mon podcast, c'est Powerplay, fait que. Exactement. Puis, en même temps, plus tu montes, les joueurs sont tous talentueux, d'une manière ou d'une autre. C'est ça, exact. Fait que ce qui va faire la différence, c'est les détails que tu es prêt à faire pour aller au prochain niveau. T'sais, les équipes championnes, ils se bâtissent pas avec seulement des joueurs de talent, mais ils se bâtissent pas non plus avec juste des joueurs d'énergie. Fait qu'il faut que tu aies un bon mix, mais ça te prend des gars qui vont créer l'espace pour tes joueurs de talent, qui vont aller chercher la rondelle dans le coin pour les joueurs de talent. Ça amène les joueurs de talent à un autre niveau aussi. Veux pas. Si on regarde les Panthers de la Floride, comparativement aux Oilers, les Oilers ont beaucoup de talent, beaucoup de vitesse. J'enlève rien aux Panthers. Au niveau du talent, il y en a aussi. Il y a des joueurs qui ont fait des détails qui ont permis aux Panthers de gagner la Coupe Stanley. Là. Solide, parce qu'on l'a vu, il était tout le temps premier sur la rondelle. Il y avait du gros... il se bagarrait pour la rondelle, puis il finissait par la gagner. Là, fait que c'était, comme tu dis, c'était les petits détails, mais qu'à la fin du compte, font la grosse différence. Là. Tu le voyais, Floride avait beaucoup plus de joueurs robustes. Là. Exact. Tu regardes les Sam Bennett, les Matthew Tkachuk. Tellement fort. Ces gars-là utilisaient leur corps. Même Barkov. Il y a une intelligence, exactement. Il y a une intelligence. L'intelligence, ne fait pas juste par les skills ou par la façon de passer. Il y a aussi l'utilisation que tu vas faire de ton corps avec la façon que tu vas te placer pour gagner ta bataille. C'est tous des petits signes d'intelligence qu'il faut que tu ailles aussi pour gagner tes détails. Là. Je rentre un peu dans les détails. Non, mais j'aime ça. Il y a le détail, mais il y a la constance aussi. Exact. Ben oui, si tu gagnes, si mettons tu as 3-4 matchs que tu fais des points, puis après ça, tu fais plus rien pendant 10-15. La constance est un peu moins là, puis ça se voit aussi en tant que recruteur. Oui, on le voit ça. Ça m'amène à un autre point. Y a-tu des jeunes que tu as vus en étant dans les gradins que tu as tout de suite dit, ce gars-là va faire la NHL, c'est assuré. Quand tu as un feeling, là, tu la regardes jouer, tu es comme, OK, il est juste... un genre de Crosby là, tu le savais là, en partant, mais t'en as-tu vu de tes yeux que toi tu savais qu'il était pour faire le Big Show? Ben, on en a eu un dans notre cours à Shawinigan avec Maverick Bourque. Mm-hmm. Maverick Bourque n'est pas encore dans la Ligue nationale, mais non, mais ça s'en vient. C'est un joueur spécial quand même. Parce que Legin Stankoven qui est rentré en même temps. Aussi. Donc, ça, c'en est un qu'on a toujours cru dans l'interne qu'il allait atteindre un jour dans la Ligue nationale. T'sais, il a vécu des hauts et des bas, ça l'a fait maturer, puis aujourd'hui, il est le joueur qui est devenu. Il performe très bien. Mais en soi, c'est quand même difficile parce que dans les 6 dernières années que j'étais là, les joueurs arrivent à 15 ans, 16 ans, donc terminent leur parcours à 20 ans. Donc, j'ai pas nécessairement vu actuellement beaucoup de joueurs qui ont fait après la Ligue de hockey junior du Québec, leur parcours maintenant à la Ligue nationale aujourd'hui. J'ai pas assez d'années pour
te donner une historique. Mais par contre, Maverick Book, là, on croyait vraiment que... C'était comme... tu la regardais, puis c'était comme lui. Il faut pas aussi oublier là, Xavier Bourgault qui a été aussi repêché par les Oilers en première ronde. Je pense qu'il y a encore... Je sais pas, il y a encore sa chance de... Ouais, je pense que aussi chaque organisation a leur vision des choses, ont leur façon de développer chaque joueur. Je pense pas que parce qu'il y a beaucoup de talent à Edmonton, je pense que ça l'a empêché de... Ben, je te dis, je peux pas te dire à l'interne si c'est vraiment ça qui l'a empêché. Ouais. Mais force est d'admettre que s'il a été échangé, c'est parce que probablement que l'organisation avait d'autres plans. C'est ça. Puis, ben, écoute, les sénateurs ont tenté d'aller chercher via le marché des transactions parce qu'ils pensent qu'il y a un talent pour jouer dans la Ligue nationale aujourd'hui. Oui, effectivement. Un show de première ronde, ça reste un show de première ronde. Oui, c'est ça. Il y a des pourcentages qui sont quand même peu élevés pour les joueurs d'atteindre la nationale puis de s'établir à temps plein. Mais il ne faut pas non plus jeter la serviette seulement après 1 an ou 2. Là, c'est des longs parcours, c'est beaucoup de joueurs qui se développent sur le tard, beaucoup de joueurs non repêchés, Jonathan Marchessault, Andy Gourde, c'est des joueurs qui ont fait leur chemin avec le temps, ils n'ont pas cessé d'y croire, ils sont là où ils sont aujourd'hui. Ça t'est déjà arrivé d'encourager des jeunes joueurs? Dans le fond, c'est pas parce que t'as pas été repêché, tu voyais qu'il y avait du talent, que des fois, ça doit être dur sur le moral quand t'as des noms après noms après noms. Mais tu vois que le jeune, il veut, puis il veut vraiment... Parce que c'est sûr qu'il a demandé une question d'âge, il a demandé... malheureusement, si tu peux plus vraiment. Ouais. Mais il y a des joueurs qui ont... Il y a eu des joueurs d'exception qui n'ont pas été repêchés, comme tu viens de nommer, puis qui ont continué, ils n'ont pas lâché, ils ont eu de la compétitivité, puis ils se sont rendus. Exactement. Puis, tu sais, je reviens un peu à ce que je disais tantôt. Les Simon Benoît, chez Maple de Toronto, c'est établi dans les séries, on l'a vu. Vincent Desharnais. Vincent Desharnais. Il y a eu Mathieu Olivier qui s'est établi à Columbus. Il y a Frédéric Gaudreau qui n'a jamais été repêché, qui a fait sa marque, puis il a pu signer un bon contrat avec le Wild du Minnesota. Donc, tu sais, c'est certain que le repêchage n'est pas une science en soi. On repêche en conséquence qu'on croit au potentiel du joueur, mais ça ne veut pas dire que le joueur qui n'a pas été repêché n'a pas plus de potentiel. C'est qu'à l'heure dans laquelle on était, on croyait moins qu'il y avait ce potentiel-là, mais il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer le développement d'un jeune là, à cet âge-là. Puis, mettons, en tant que recruteur, j'ai souvent vu des joueurs qui ont descendu dans les rondes à cause d'une blessure. Je trouve ça plate d'une façon parce que tu sais que le joueur il a du talent. Je donne un exemple au dernier draft. Kiwi Hardju, défenseur qui a été repêché en 3 ou 4e ronde. Désolé, je ne connais pas exactement, je ne m'en rappelle plus. En 3e ronde. 3e ronde. Puis il était supposé des top 20, je pense. Mais à cause d'une blessure qu'il a eue, il a descendu jusqu'en 3e ronde. Puis j'ai adoré Kaskasi quand il a été repêché. Je ne sais pas si ça rappelle. Moi, je l'ai vu, il a dit au DG, tu ne comprends pas, là. Ouais, c'est ça, exact. Tu as fait un steal ou un de repêchage. Ça, OK, ça peut être un peu cocky, mais j'aime ça parce que je me dis, le gars, il sait qu'il a du talent. Il a juste eu malheureusement, il a eu une blessure. Puis à cause de ça, il a descendu. Mais c'est quoi... Comment que ça peut affecter autant que ça, une blessure de descendre de même? Ben, tu sais, mettons, je pense... Parce que oui, tu peux pas l'évaluer, je comprends, il est blessé, mais en même temps... Ben, c'est ça le problème, c'est que tu peux pas l'évaluer. Donc, tu sais, mettons, dans ces situations-là, quand tu prends la chance de repêcher un gars, c'est que tu es certain des données que tu l'évalues à travers les années. Quand le joueur se blesse, ça met un peu fin à la courbe d'évaluation que tu peux lui donner, de la courbe de progression qu'il peut avoir. Ça veut pas dire que le joueur est pas bon en soi, là, mais ça te limite aux données que tu as. Okay. Si tu vois par contre que il y a des atouts, il y a un certain potentiel, excuse-moi le terme, upside, puis malgré la blessure, il y en a qui vont être repêchés quand même. Je prends l'exemple de Morgan Riley, quand il était repêché, il avait joué une vingtaine de matchs, je pense, pas plus. Il était repêché 5e. C'est devenu un bon joueur de Ligue nationale aujourd'hui. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ça devient une question d'organisation de tu prends-tu la chance de le faire pareil ou non? Est-ce que tu es prêt à dealer avec... Es-tu prêt à faire face à la critique si ça fonctionne pas? Mais ça reste qu'en bout de ligne, ça vient des décisions organisationnelles plus que du
recrutement en question. Là. OK, parfait. Ça. Parce que la décision du recrutement peut se prendre de dire écoute, on n'a pas assez de données sur le joueur, on n'est pas assez certain, mais ça va devenir aller plus haut si l'organisation est prête. Donc, c'est une question de décision au deuxième étage. C'est ça. C'est au-dessus de toi après ça. Là, exactement. Là, comme j'ai dit, je passe du coq à l'âne. Puis tantôt, j'ai dit comment tu t'évaluais un joueur ou un défenseur. Et j'ai eu une question parmi les questions que j'ai postées sur Facebook qui me disait comment s'évalue un gardien de but, parce que ça, c'est complètement différent. Là. Ouais. Ça doit être un peu plus difficile parce que, premièrement, on le sait, c'est plus difficile de rentrer, de faire tes preuves en tant que gardien de but. Il y en a beaucoup, mais il y en a pas beaucoup qui se font drafter dans NHL. Donc, c'est quoi ta façon de... À la base, il y a juste 2 positions dans une équipe. Exact. Donc, les places sont limitées d'avance. Le gardien de but, c'est certain que c'est tout le temps plus difficile à évaluer parce que, mettons, je prends un gardien d'un niveau midget, dans notre situation d'un gardien midget 3A ou d'un midget M17, midget espoir dans ce temps-là. Ils ne reçoivent pas la même qualité des lancers. Ils ne reçoivent pas non plus le même nombre de lancers. Donc, c'est difficile de dire lui, il va être meilleur que l'autre. Parce que si le gars au midget espoir, il est pas prêt à 15 ans à jouer au midget 3A, mais qu'à 16 ans, il y a une saison de fou, ben, il va peut-être le devancer. Là. On ne sait jamais non plus comment ils vont se développer. Mais le gardien en tant que tel, lorsqu'on regarde le gardien, il faut aussi qu'il y ait une certaine vision de jeu. Il y a un orchestre qui comprenne qu'est-ce qui se passe autour de lui. Il faut que ses déplacements soient bien. Il faut qu'il ait une bonne technique. Donc, des bons pieds. Il faut qu'il soit square, excuse-moi l'anglicisme. Ah, c'est bon, vas-y. Qu'il soit carré dans son net. Il faut tout le temps qu'il soit en train d'observer qu'est-ce qui se passe autour de lui. Donc, son niveau de combativité aussi, s'il est prêt à tout faire pour arrêter la rondelle, l'agressivité qu'il dit. Un Dominique Hachek. Oui, c'est ça. En bout de ligne, je pense que je reviens à la base. Le gardien de but, il peut avoir la technique qu'il veut, mais en bout de ligne, son travail, c'est d'arrêter la rondelle. Ouais. Donc, oui, il y a certaines choses qui sont plus belles que d'autres à regarder pour un gardien de but, mais le gardien à la base doit arrêter la rondelle. Donc, je pense que ça revient un peu à l'origine. Encore une fois, je te dis merci pour amener ce point-là. Je vais te dire merci souvent dans le podcast, mais c'est parce que souvent, j'écoute des matchs de hockey. Ben, souvent, j'écoute tout le temps. Puis, dans la saison. Puis, des fois, les annonceurs, ils disent « Oh, un arrêt, mais l'arrêt était pas... il l'a arrêté, là. Mais le côté technique, c'était pas super. » Mais je me dis « Crime, t'as-tu vu l'arrêt? Il était incroyable. » Rendu là, je me dis « Arrête la rondelle, peu importe la technique. » là, tu sais. C'est ça. Parce que si c'est une belle technique puis la rondelle elle passe, ben c'est 1-0 pour l'autre équipe. Exact. Fait que, ouais. T'as compris. Fait que, non, on va y aller avec on peut faire un peu le tour des questions. Puis après ça, on va revenir. Je vais juste pas oublier les questions de les followers. Un gros merci, guys, pour vrai d'avoir participé. C'est très, très apprécié. J'ai eu des belles questions. Donc, on va faire ça plus souvent, guys. J'ai Christopher Hull, dans le fond, qui est du podcast Hockey Senior sans tabou, qui me dit justement que ton père, c'était une légende dans l'Hockey Senior 3. Ça se peut-tu? Non, pas mon père. Je pense qu'il fait référence au père à Chad Sakos. OK, parfait. Parce que c'est ça qu'il avait écrit. Il a dit qu'il aimerait... T'as-tu eu peur de ne pas être capable de repêcher Chad? Oui, c'est ça, exact. Chad, et quelles sont les plus grandes qualités qu'on trouve chez lui? À la base, on repêchait quand même 3e, donc on était quand même assuré d'avoir un très bon joueur quand on allait avoir à 3. Mais quand je reviens à la base, chaque organisation a sa vision, ce qu'ils recherchent d'un joueur, sur quoi ils veulent bâtir leur équipe. Donc, tu sais, Québec ont pris Maddox Dagenet. Par la suite, il y a eu... j'ai oublié le deuxième, c'est Farrell Val-d'Or avec Benjamin Cossette-Ayotte. Okay. Fait qu'on savait qu'on avait quand même certaines chances de repêcher Chad. Chad est un gars local, jouant au niveau midget 3 aux Estacades de Trois-Rivières, un produit local. Écoute, Chad était un excellent joueur, s'est développé tout au courant de la saison. Gagné le joueur par excellence des séries éliminatoires à 15 ans, donc c'est quand même quelque chose d'important. C'est solide. Il était capable d'élever son jeu d'un cran. C'est un
petits joueurs, pas petits joueurs, mais à 5 et 8, mais joue très gros, joue avec intensité, il y a des skills, il patine, il y a du hockey sense. Fait que pour nous, malgré qu'il n'était pas 6 pieds 3, il joue comme 6 pieds 3. Donc, pour nous, on voyait que le potentiel à long terme allait faire en sorte qu'elle allait devenir un joueur d'impact là, à Shawinigan dans les prochaines années. Ça reste à lui de faire sa place. On ne met pas de pression, mais on croit que le potentiel est là. Encore une fois, tu m'amènes sur un autre point. Tu parlais de grandeur. Est-ce que c'est la première évaluation quand tu regardes sa glace puis le joueur il est plus petit? Tu dis OK, il commence 2 pieds en arrière, ou tu dis non, moi je regarde pas vraiment la grandeur. Si le gars il est 6 pieds 4 en défenseur, c'est sûr que c'est intéressant, mais s'il est 6 pieds 4 puis son hockey sense, ou il utilise même pas son corps, ça donne rien, tandis que tu as le défenseur comme Lane Hudson, mettons, je donne un exemple, il est 5 et 8, 5 et 9, mais il est capable de contribuer offensivement, puis il est capable de faire sa job défensivement aussi, mettons. Pas Lane Hudson. Ouais. Là, il est plus capable d'être offensif, là, mais... Ben, tu sais, à l'âge qu'on repêche à 15-16 ans, un petit joueur, oui, ça peut mettre certains freins à certaines organisations, mais en bout de ligne, tu sais, il y a beaucoup de données, là, tu sais. Il y a-tu hockey sense? Son patin comment? Est-ce qu'il y a un potentiel de grandir? Est-ce qu'il y a un historique de famille? Y a-tu des frères qui ont joué au hockey? Est-ce que c'est... ça va jusque-là, ouais. Okay. Les parents sont grands comment? Wow. C'est tout ça. Puis ça, nécessairement, la grandeur, on peut pas l'évaluer à 15 ans parce qu'à 15 ans, tu continues de grandir. C'est vrai. Donc, c'est difficile de dire il va rester petit ou il va devenir 6 pieds 3, 6 pieds 2 ou 6 pieds 1. C'est des choses que tu contrôles pas. Non, tu peux pas le documenter nécessairement. Il y a des entrevues en fin d'année qui nous permettent de poser certaines questions aux joueurs pour avoir certaines informations. Mais en bout de ligne, je ne crois pas qu'à l'âge qu'ils ont le 16, du moins la grandeur peut impacter. Mais il faut que tu sois en mesure de jouer. Puis si t'es plus petit, il faut que tu sois plus rapide, il faut que tu sois plus fort au niveau du bas du corps, faut faire ta place. Je prends un exemple comme facile à prendre, là, Martin Saint-Louis, c'était pas le plus grand, mais jamais repêché, mais on connaît comment il était fort du bas du corps puis pouvoir servir. Oui, c'est ça, exact. Il utilisait ses autres atouts, dans le fond, pour bien performer, mais exact. Je me dis peut-être qu'en tant que gardien de but, c'est en bas de 6 pieds, là, pour faire le big show, c'est un peu plus difficile. Il me semble que tous les gardiens de la NHL sont au moins en haut de 6 pieds quasiment. Ben, proche. Au niveau de hockey, au niveau junior, il y a beaucoup de gardiens. Je prends Nathan Darvaux à 5 pieds 8, 5 pieds 9. Il est un très bon gardien. Mm-hmm. Antoine Coulombe il était 5 et 11 avec en bas de 6 pieds. C'est beaucoup de gardiens dans le hockey junior qui sont en bas de 6 pieds. Mais en bout de ligne, tu reviens un peu à la base. T'arrêtes la rondelle. Oui, non, c'est ça, exact. Peu importe. Dans la Ligue nationale, il y a quelques gardiens qui étaient en bas de 6 pieds. Là, Saros est très dominant à Nashville, il n'est pas 6 pieds. Il y a Ravislav Alak qui a été très bon, il était 5 et 11. Dustin Wolf, qui est à Calgary en ce moment, après progressé, mais il est pas je pense qu'il est 6 pieds ou un peu en bas de 6 pieds. Il a une très belle avenir. Tu es en train de se développer. Fait que, en bout de ligne, je pense que chaque joueur, chaque gardien doit faire sa place, peu importe ce qui est aujourd'hui. Le présent, c'est pas ce qui est dans le futur. Là. Exact. Puis là, tu as amené le point de... Tu t'en vas regarder les parents, les frères, les sœurs en tant que pour les grandeurs. Est-ce que c'est la même chose pour voir comment est-ce que caler sa famille? Es-tu comme soudé? Est-ce que c'est un peu goroché partout? Y a-tu la pression de la famille? Parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui veulent plus que leur enfant. C'est ce que je veux dire? Ouais. Fait que, est-ce que tu vas regarder ça dans le fond pour te baser? Ça peut être malheureusement ça aussi. Ça, des fois que le joueur a tellement de talent, mais côté familial, là, ça va so-so. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Lorsqu'on rentre là-dedans un peu, comme je disais, on a des entrevues en fin d'année. On parle aux entraîneurs, on parle aux agents. Ils ont certains détails, certaines informations qu'ils peuvent nous fournir, qui nous aident à prendre une décision. Les entrevues aussi, on peut savoir quel genre de parents, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, son cercle d'amis, si c'est un gars qui s'entraîne fort.
c'est la coule douce, c'est toutes ces informations-là, on est en mesure d'aller les chercher, les emmagasiner, puis on peut prendre des décisions par la suite là, sur qui on prend avant un ou l'autre. Là. Mais en bout de ligne, si les parents veulent plus que le jeune, à un moment donné, le jeune, ça paraît, puis à un moment donné, ça va se tanner la loi de la nature va faire en sorte qu'il va se tanner un peu par lui-même. C'est vrai. Peut-être pas, mais dans certains cas, c'est arrivé. Il y a tout le temps eu, en tout cas, moi, je suis pas du genre à vouloir le bâcher, mais j'entends de Rouen, il y avait tellement de talent, puis là, ça paraissait qu'il y avait comme, il y a tellement eu de rumeurs, là, alentour de lui que sa famille voulait plus, on dirait que lui, il joue au hockey, puis mais moi, je trouve qu'il est bourré de talent. Oui, Jonathan, il a toujours eu beaucoup de talent. On l'a vu comme il a été spectaculaire à Halifax. Ils ont tout gagné, ils ont tout rasé, là, comme on peut dire. Il est sorti quand même 3e au total avant un certain Seth Jones. Je veux dire, il était repêché haut parce que les gens croyaient en lui. Comme je dis, la science, le repêchage, c'est pas une science exacte. Tu peux pas définir comment le jeune va réagir une fois qu'il est dans la Ligue nationale. Tu essaies d'emmagasiner les informations que tu peux, tu essaies de voir si elle est vraie, elle est pas vraie, mais il y a certaines choses que tu peux pas non plus prévoir d'avance. Comme n'importe qui décide, j'ai un exemple, ça veut pas dire que c'est comme ça dans tous les marchés, mais le joueur qui se présente à Montréal ne sera pas le même joueur nécessairement qui va vivre la même pression à Columbus. Non. À Toronto. À Toronto, c'est différent. À Vancouver, c'est différent. À Ottawa, c'est différent. Exact. En Californie, c'est différent. Mais comme dirigeant, c'est difficile de prévoir comment un jeune peut réagir à une certaine pression lorsqu'il est arrivé dans la Ligue nationale. Même au midget, là, il y a certains jeunes que tu sais pas comment ils vont réagir une fois qu'ils sont repêchés et qu'ils arrivent dans le junior majeur. Comme je te dis, tu essaies d'emmagasiner le plus d'informations possible, mais tu peux pas prévoir non plus comment les jeunes vont réagir à certaines situations là, qui peuvent être plus difficiles ou qui vont les faire un peu sortir de leurs souliers. Là. Exact. Comment est-ce qu'ils vont réagir face à ça? Exactement. Là. Mais c'est fou parce que des fois, ça m'est arrivé de parler, mettons, des jeunes des joueurs des Olympiques de Gatineau, puis dont un, Caleb, en ce moment, il reste avec l'équipe en ce moment où on se parle. Okay. Sa maturité à 16 ans de parler de hockey, de comprendre la game, ça m'impressionne. On dirait que tu le vois déjà des fois, des jeunes, les comparaisons, tu peux voir comme juste la façon qu'il agit, qu'il parle, puis je sais pas, ça m'impressionne beaucoup. Ben oui, c'est certain qu'il y a certains jeunes qui ont une plus grande maturité que d'autres. La maturité ne fait pas non plus en sorte que tu es un meilleur joueur ou non. Non. Mais oui, chez certains joueurs, on voit la maturité là, dès le bas âge. Dès le bas âge, oui. Yes. Bon, perfect. On va aller faire un petit tour pour les questions. Encore une fois, un gros merci, guys. Bien apprécié. Bon, alright. On va y aller avec une question de... Francis, on avait déjà posé la question. C'était vous arrive-t-il de considérer l'embauche de joueurs moins talentueux, mais ayant un niveau élevé de maturité? On vient de le dire. T'sais. Fait que c'est la faute à Félix Riopel. C'est ton livre, ça, ou c'est un autre livre? Tu peux s'en parler, ça? Ben, ça me concerne pas bien. C'est ça, oui, exact. C'est Luc Gina qui avait écrit une série de livres là, sur C'est la faute à Félix Riopel. OK, mais c'est un autre ou c'est toi? C'est fictif, c'est pas moi. OK, c'est fictif. OK, ouais, bon, parfait. Si le monde se pose des questions. Ouais. Il va le premier à demander cette question-là. Là. On a une question de Maxime Bérubé. Est-ce que ça prend un passé dans le hockey en tant que joueur pour devenir recruteur? Si oui, quel est le tien? Ben, on en a parlé un peu, mais... Ouais. On en a parlé un peu tantôt, là, mais non, comme... Ça prend pas nécessairement un background spécifique. Là. Je veux dire, à un moment donné, c'est... T'écoutes des matchs, tu fais ton analyse, tu fais tes rapports, tu apportes ce que tu as apporté à ton dépisteur en chef. Là. Fait que t'as pas besoin nécessairement d'avoir un background. Parce que j'ai eu 2-3 questions de même. Là. Je pense qu'il y a du monde qui aime tellement ça, qui voudrait peut-être faire être recruteur, mais ils se demandent s'ils ont besoin d'avoir un background en tant que joueur de hockey. Là. Non, je crois pas. Parfait, ça. Si moi, j'ai pas eu de background, je pense pas être le seul qui est en mesure de le faire. Non, c'est ça, exact. Qu'est-ce qui est le plus dur, dans le fond, dans ta job de recruteur présentement ou dans tes années que tu as travaillé? Là? Le plus dur? Je constate pas quelque chose de dur parce que je suis toujours en train d'apprendre. C'est ça. Je navigue là-dedans, j'aime ça, c'est la passion. Je pense que les choses qui sont à apprendre, c'est les choses que tu connais pas parce que tu n'as pas joué la game. L'environnement, le côté politique,
Je pense que ces choses-là, il faut que j'apprenne encore à le faire, comment naviguer à travers tout ça. Mais je veux pas de choses difficiles là, à gérer. C'est certain que il y a le côté familial qui est pas tout le temps évident. Ouais, t'es parti comme, mettons, sur... t'es tout le temps parti là, en ce moment. Là. Ben, là, pendant la saison, tu sais, le hockey, c'est le vendredi, c'est le samedi, c'est le dimanche. Lorsqu'on est en tournoi, ben, ça commence souvent le jeudi. Fait que t'es parti 3-4 jours. Donc oui, c'est certain que t'as beaucoup de temps que t'es pas à la maison. Mais écoute, là, j'ai une conjointe en or puis qui me supporte là-dedans. Là. C'est vraiment cool pour vrai. T'as amené la bague. Ouais. On la monte-tu? Ah ouais, je peux la montrer. Yes. Il faut être fier de nos racines. Ben oui, exactement. Fait que tabarouette, hein? Wow. Tiens ici. Guys, pour vrai, là, ça pèse extrêmement lourd. C'est tabarouette, hein? Ouais. Écoute, tu sais, on est quand même très chanceux, là. J'ai un bas âge. En bas âge, il y a des personnes qui n'auront jamais l'opportunité de remporter une coupe. Mais je me le compte très chanceux dans une excellente organisation qui a prêté ses preuves. Puis, vraiment. T'as de quoi être fier, ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est un travail d'équipe, c'est pas un travail. Non, c'est ça, exact. C'est une bague, mais dans notre staff, on est 8 dépisteurs avec notre dépisteur en chef, le Mario Carrière. Puis le deuxième étage là, avec Martin Mondou là, qui font un excellent travail aussi. Il faut nous permettre. Oui, on apporte des joueurs, mais il faut encadrer ces joueurs-là avec un personnel qualifié, puis apporter des joueurs juste pour compléter un peu le noyau là, lorsqu'on bâtit des équipes. Là. C'est le dernier mot de la fin. À toi de me le poser. Je veux dire, en bout de ligne, là, merci de m'avoir invité. Je suis super content d'avoir pu répondre aux questions, puis voir. À ce que certaines personnes qui désirent faire le métier peuvent se lancer. Il faut juste être conscient qu'il faut être dans les arénas puis pas mal. être prêt à manquer beaucoup de vendredi, de samedi entre amis ou en famille. C'est ça. Exact. Tout vient des sacrifices, mais en bout de ligne, là, ça devient une passion. Exactement. Merci Félix pour vrai. J'ai adoré. Bien aimé ça. Puis, tu reviens quand tu veux. Je suis pas mal sûr qu'on va avoir d'autres choses à se jaser. Pas de problème avec ça, merci. Merci beaucoup. Merci, guys. En passant, Powerplay Podcast sur Spotify, sur YouTube. Je le poste aussi sur Facebook. Donc, on va faire un podcast, 2 podcasts, par mois avec invités. Et puis, on va continuer à faire des podcasts avec Alexandre Dubois, mon co-animateur, et Pascal Simoneau, mon autre co-animateur. On va parler de tout ce qui est des nouvelles hockey, transactions, des matchs des Canadiens. Donc, gardez-vous, dans le fond, au courant sur la page Facebook du Powerplay Podcast. Un gros merci encore une fois, Félix. Donc, merci, guys. Merci. Ciao.